Europe 1. Le journal de 6h est présenté par Cédric Chasseur. Bonjour Cédric. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Comme prévu, Donald Trump s'est rendu cette nuit à Atlanta, en Géorgie, État où il est accusé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. L'ancien chef d'État américain a été brièvement arrêté, n'échappant pas à l'infamant rituel du mugshot, la prise de la photo d'identité judiciaire. Le favori de la primaire républicaine pour 2024 a finalement été autorisé à partir après avoir versé une caution de $200 000. Aviva Fried, vous êtes notre correspondante aux États-Unis. C'est la 4e mise en examen de Donald Trump, mais les choses étaient un peu différentes cette fois. Oui, en Géorgie, Donald Trump est désormais le prisonnier numéro P0135809. On sait qu'il fait 1m92, qu'il pèse 97 kg et qu'il est blond vénitien. Des informations à prendre toutefois avec précaution puisque c'est Donald Trump lui-même qui les a fournies aux autorités. Et puis, il y a cette photo prise par le bureau du shérif. C'est la toute première fois, ça n'avait pas été fait dans les autres juridictions. Sur un fond gris frappé du logo du shérif, Donald Trump fixe la caméra avec un air féroce, les sourcils froncés. Toutes ces formalités ont duré à peine 20 minutes et l'ancien président a pu repartir en liberté sous caution sur le tarmac de l'aéroport d'Atlanta juste avant de reprendre son avion privé pour son club du New Jersey. Il a laissé éclater sa colère. Ce qui s'est passé ici est une parodie de justice. Je n'ai rien fait de mal. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu autant de soutien. Ils essaient d'interférer avec l'élection. L'élection, c'est bien sûr la présidentielle de l'année prochaine. Donald Trump est l'ultra favori pour être le candidat républicain et son petit tour en Géorgie s'est transformé immédiatement en message de campagne. Sur son réseau social, l'ancien président affiche sa photo d'identité judiciaire avec le message « Ne vous rendez jamais ». La correspondance aux États-Unis d'Aviva Fried pour Europe 1. Retour en France où une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 est assez probable. C'est en tout cas l'avis de Gérald Darmanin qui se livre ce matin dans la Voix du Nord. Une prédiction qui se réalisera si la majorité laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes chez la leader du Rassemblement national, juge le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui fera sa rentrée politique dimanche dans son fief de Tourcoing sur le thème justement des classes populaires. D'ici là, le ministre de l'Intérieur se rendra ce matin à Nîmes où 2 personnes sont mortes, tuées par balle dans le quartier de Pisevin en l'espace de 72 heures seulement. Hier, c'est un jeune de 18 ans qui a été abattu sur un point de deal de la cité, 3 jours après la mort d'un enfant de 10 ans, victime collatérale de la guerre entre trafiquants. Après la CRS 8, c'est le RAID qui va être déployé dans le quartier, en plus d'une 2e compagnie de CRS. Gérald Darmanin va échanger avec les policiers et les élus de la commune, une ville considérée aujourd'hui comme une plaque tournante de la drogue. Le reportage sur place de notre correspondant Stéphane Burgat. Avec des quartiers en bordure d'autoroute, sur le trajet même des go-fast, Nîmes est idéalement situé pour les trafics, selon François-Xavier Bonneville, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police Alliance. Ne serait-ce que d'un point de vue géographique, Nîmes est à mi-chemin entre l'Espagne et l'Italie. Cette situation géographique qui est pour les narcotrafiquants est parfaite. Donc oui, Nîmes est une plaque tournante du trafic de drogue, il ne faut pas se voiler la face. La drogue est là, elle fait partie du quotidien de ces policiers nîmois, comme Sandy Sartel du syndicat Unité SGP. Ici à Nîmes, on nous appelle le Petit Marseille parce qu'on reste une ville de taille normale, mais la délinquance et la criminalité sont aussi présentes. Oui, il y a beaucoup de stupes parce qu'entre nos services de voie publique, que ce soit nos services d'investigation, c'est des kilos par semaine. La drogue, on la sort des rues, oui, mais il y en a toujours autant. Et des réseaux nîmois qui étendent maintenant leur influence et tissent leur toile dans l'arrière-pays, selon François-Xavier Bonneville. La situation est de pire en pire. Justement, du fait de la présence policière, les dealers ont tendance maintenant même à investir des communes plus petites, voire des villages. Il y a d'autres points chauds dans le Gard, je crois qu'il y a Alès et Bagnols-sur-Cèze aussi. Exactement, où on demande aussi des renforts de police pour pouvoir gérer cette situation. Et face à ce fléau, ces agents se sentent en sous-nombre. Selon Unité SGP Police, qui en fera part tout à l'heure à Gérald Darmanin, il faudrait entre 50 et 100 renforts très rapidement pour ne pas être submergés. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe 1. Un dernier hommage au général Jean-Louis Georgelin, l'homme choisi par Emmanuel Macron pour superviser la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une semaine après son décès accidentel au cours d'une randonnée dans les Pyrénées, l'ancien chef d'état-major sera honoré dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides à l'issue d'une messe en la cathédrale Saint-Louis. Le général Jean-Louis Georgelin recevra un hommage national à 11h présidé par Emmanuel Macron qui prononcera son éloge funèbre. Maître d'œuvre de la renaissance de Notre-Dame de Paris selon les mots du chef de l'État. Le général Jean-Louis Georgelin occupait un rôle crucial dans la restauration du monument dont la fin des travaux est prévue pour la fin de l'année 2024. Inès Zegloul.
Tailleurs, maçons, serruriers, 1000 personnes travaillent sans relâche depuis 4 ans. Car en décembre 2024, le rendez-vous est pris et en bon général. À la tête des travaux, Jean-Louis Georgelin était intraitable. Écoutez, il s'exprimait au micro d'Europe l'année dernière. La cathédrale sera rouverte en 2024 et rouverte à la visite. S'il n'y avait pas un délai qui mobilise tout le monde, toutes les énergies, toutes les entreprises, eh bien, je vous assure que ça ne durerait pas 5 ans, ça durerait 10 ans. Et le plus dur, disait-il, c'est la gestion du calendrier. Sécuriser le monument, restaurer les parures, c'est fait. Ce sont ensuite les charpentiers qui ont pris le relais. La flèche de Viollet-le-Duc, quant à elle, était l'étape la plus redoutée par le général. Elle poursuit déjà son ascension. À la fin de l'année, Notre-Dame devrait avoir retrouvé son couvre-chef. Une promesse faite par Philippe Jost, bras droit de Georgelin. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, eh bien, nous allons nous battre plus que jamais pour tenir l'objectif, c'est-à-dire mener à bien cette restauration et rouvrir la cathédrale en 2024 dans 15 mois. Et puis, dernière étape avant la réouverture, celle de la musique. Les 8000 tuyaux de l'orgue seront remontés un à un, tout juste à l'heure pour le premier office. Inès Zegloul, et c'est une information que vous révèle Europe 1 ce matin, le successeur du général Georgelin devrait être Philippe Bellaval. C'est le conseiller pour la culture d'Emmanuel Macron. Son profil tient la corde pour devenir le superviseur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Europe 1, 6h07. Sa prise de parole était attendue. Invité des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts hier au Havre, le rappeur Medine est revenu sur ses propos polémiques contre l'essayiste Rachel Kahn. Accueilli par une standing ovation, l'artiste s'est confié sur scène durant 45 minutes, répondant aux questions de la secrétaire nationale de ELV, Marine Tondelier, devant les Insoumis, Alexis Corbière et Raquel Garrido installés au premier rang, et en l'absence de nombreux élus écologistes, Medine s'est timidement excusé pour son message antisémite. Alexis de la Fontaine. C'est dans une salle comble sous des tonnerres d'applaudissements que Medine arrive comme une rockstar. Preuve que sa venue est l'événement ici au Havre. Sans perdre de temps, le rappeur Medine s'est immédiatement excusé pour son tweet antisémite. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot rescapé dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Medine a ensuite expliqué ses phrases polémiques avec plus ou moins d'agilité devant un public globalement acquis à sa cause. En effet, ses opposants ont préféré boycotter l'événement et à la sortie, les avis sont unanimes comme celui de Jean-Baptiste. C'était effectivement un tweet antisémite, c'était une erreur et c'est bien à la fois de s'en excuser et de se dire on a aussi la possibilité d'avancer, de faire des erreurs, il faut le dire. Marine Tondelier, la chef des Verts, elle ne souhaite plus parler de Medine et espère tourner la page rapidement. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Il y a trop de vacances. Les propos d'Emmanuel Macron dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, ces propos continuent de faire réagir. Dans leur grande majorité, les syndicats enseignants s'opposent à la volonté du chef de l'État d'avancer la rentrée au 20 août pour les enfants en difficulté, comme le syndicat FSU-SNUIP qui se dit choqué par cette proposition qui stigmatise un type d'élève, d'autant que la remise à niveau avant la rentrée, ça existe déjà. Il y a les vacances apprenantes dans le public et de nombreuses entreprises spécialisées dans le privé proposent de leur côté des stages de pré-rentrée chaque année. C'est le cas au Legendre où pour 200 à 240 €, les élèves peuvent profiter de 10 heures de cours de soutien. Ils sont 1 millier à en bénéficier depuis lundi. Reportage à Paris de Delphine Schills. Vous avez au tableau la correction détaillée du devoir maison. Trousse sur les tables, stylo dégainé, les futurs secondes enchaînent les équations. Quelques yeux ensommeillés, dont ceux de Chloé et de Gauthier. Passé d'à peu près 11h à 7h30, quoi. De base, j'étais en vacances, je revenais de voyage et là, on me dit tu vas prendre des cours. C'est un peu difficile en vrai, de rentrer plutôt avant tous ses amis et prendre les transports. Tous les ans, je pourrais pas faire. Mais ça m'aide à refonder mes bases, à avoir plus de confiance en moi pour l'année prochaine. Le fils qui avait X sur 4, donc le quart de l'âge du père, dans 20 ans, il aura X sur 4 plus 20. 6 heures de cours maximum par jour, à raison de 2 heures par matière, pas plus de 11 élèves par classe. Yelana rentre en section internationale, niveau d'exigence plus élevé, alors elle apprécie. Je révise ce que j'ai déjà appris, mais aussi j'apprends de nouvelles choses. Dans mon collège, nos profs ils nous enseignaient souvent qu'une seule méthode. Il y a des choses que là, je réussis à comprendre très facilement grâce aux professeurs. Sans surprise, les cours de maths et de français et les niveaux charnières font le plein, plus 20% d'inscrits par rapport à l'année 2022. Delphine Schills du service Société d'Europe
Europe 1. Les États-Unis annoncent qu'ils formeront les pilotes ukrainiens dès le mois prochain au maniement de l'avion de combat F-16. Un accord a été trouvé entre le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. De l'autre côté du front, en Russie, 24 heures après le crash de l'avion d'Evgueni Prigojine, le doute n'est plus de mise chez la plupart des observateurs. Le patron du groupe Wagner et ses principaux collaborateurs ont été éliminés. Hypothèse principale, une vengeance de Vladimir Poutine qui ne pardonne pas la trahison de son ancien allié. Le président russe qui a pris la parole hier pour saluer, dans une interview télévisée, un homme talentueux. Écoutez. Je veux souligner que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas. Prigojine, je le connais depuis longtemps, depuis les années 90. C'est un homme au destin compliqué. Il a commis de graves erreurs dans sa vie. C'était un homme et un businessman talentueux. L'hommage posthume de Vladimir Poutine à Evgueni Prigojine. Et maintenant, la suite et la fin de notre série de l'été consacrée cette semaine aux artistes qui connaissent un immense succès chez eux, mais qui sont inconnus hors de leurs frontières. Direction le Japon ce matin, Cédric. Oui, nous allons écouter un tube, la chanson de l'été sur l'archipel. Un succès surprenant puisque ce titre, c'est un morceau qui a été composé il y a 40 ans maintenant et dont les premières notes, je suis sûr, vont forcément vous dire quelque chose. Le récit de notre correspondant à Tokyo, Bernard Delattre. C'était en 1983. Dans les salles de cinéma du monde entier, des millions de spectateurs découvraient cette composition de Ryuichi Sakamoto. C'est la bande originale de Furio, le film mémorable de Nagisa Oshima avec David Bowie et Ryuichi Sakamoto, qui est décédé fin mars. Depuis, ce morceau est diffusé en boucle au Japon, à la radio, dans les dîners en ville, les bars, etc. Les Japonais adoraient cet artiste, et pour cause, il leur fit découvrir l'électropop dans les années 80, puis composa des musiques de films inoubliables, et pendant toute sa vie, accompagna l'opinion dans ses mobilisations pour l'environnement et contre le nucléaire notamment. Les médias occidentaux ont assez peu fait écho à sa mort, ce qui attriste cette professeure de piano. Ce compositeur hors pair fut le pionnier des musiques électroniques au Japon. En plus, c'était un homme exceptionnel. Il aida notamment beaucoup les habitants de Fukushima après la catastrophe de 2011. Les Japonais n'ont toujours pas compris pourquoi à l'étranger les hommages avaient été aussi rares à la mort de Ryuichi Sakamoto, alors qu'il était assez connu en Occident pour avoir travaillé avec les plus grands, Brian De Palma, Pedro Almodovar, Iggy Pop ou Eric Clapton notamment. Tokyo, Bernard Delattre, Europe 1. Dans le journal de Cédric Chasseur. Merci Cédric, à tout à l'heure.